À Viry-Châtillon, 3 jours après le sacre de Williams, les équipes de Renault Sport célèbrent ce titre mondial. Revenu en 1989 avec l'écurie de Franck, le losange est maintenant la référence chez les motoristes. Mais il reste encore une case à cocher. En 1991, quand Alain Prost s'est fait virer de chez Ferrari, Renault a en quelque sorte pris le français sous son aile pour le placer dans de bonnes conditions dans la Williams, avec comme objectif d'achever le travail entamé en 1981, remporter le titre avec le professeur. Pour le Grand Prix d'Italie, Alain Prost a entre les mains sa première balle de match, celle d'un 4e titre mondial. 1993, c'est le dernier duel, la dernière bataille entre deux des plus grands pilotes de tous les temps. Prost contre Senna, le Français contre le Brésilien, le professeur contre Magic. Un duel arbitré par des champions en devenir, Hill, Schumacher ou Hakkinen. 1993 est une saison intense, l'une des plus riches en histoire et des plus passionnantes à suivre. Bienvenue dans 1993, le dernier duel. Y a-t-il circuit plus symbolique que Monza en Italie? Certainement pas, car ici, c'est la passion et l'amour de Ferrari qui prédominent. Ici, les moteurs hurlent leur puissance dans les longues lignes droites à travers ce parc lombard. Les 300 km/h sont atteints et dépassés. Et en ce lieu, le V12 du cheval cabré résonne plus fort que les autres. Au fil du temps, Monza a dû s'adapter pour ne pas disparaître du calendrier et ainsi s'en est plusieurs ralentisseurs. Dorénavant, ils font le sel de ce circuit car ces derniers sont techniques. Par la vitesse à laquelle arrivent les bolides et par la philosophie aérodynamique des ailerons aux lames de rasoir, les freinages sont délicats. Rettifilio, Roggia, Lesmo, Ascari, Parabolica, tels sont les challenges qui attendent les pilotes pour ce 13e rendez-vous de la saison. Mais en arrivant à Monza, un Français est sous le feu des projecteurs et une fois n'est pas coutume, ce n'est pas Prost mais Jean Alesi. En effet, tel Niki Lauda après le Grand Prix du Japon 1976 et son retrait volontaire, l'Avignonnais est critiqué par les tifosi pour ne pas avoir continué à Spa. Lui qui avait pris une magnifique 4e place en qualification pouvait espérer réaliser un excellent résultat, mais bon, il faut être raisonnable. Quand ta voiture s'affaisse dans le virage le plus dangereux de la saison 2 jours après qu'un de tes collègues s'est satellisé, c'est pas plus con de se retirer. Mais la passion aveugle des tifosi n'en a que faire de la raison. Alors, Jean est un petit peu déstabilisé, mais compte bien faire forte impression au temple de la vitesse. La FA 93 a récemment reçu des évolutions, surtout côté moteur, et le français en est très fier. Rendez-vous à Monza. Tous les pilotes ne sont pas assurés de terminer leur saison avec leur équipe, et pour Monza, il y a un petit peu de changement. Boutsen a tiré sa révérence après le Grand Prix de Belgique et il y a donc une place à pourvoir chez Jordan. Dans un premier temps, Eddie pense à Emanuele Naspetti, mais au dernier moment, l'Irlandais, égal à lui-même, lui demande une rallonge financière que l'Italien ne peut payer. Eddie Jordan et l'oseille, une sacrée histoire. Naspetti ne peut répondre à cette nouvelle demande. Alors, un autre candidat se présente, ancien pensionnaire de la F3000 International, exilé avec plus de succès au Japon, Marco Apicella. L'Italien saisit sa chance et paie les 400 000 livres que lui demande son nouvel employeur. Et ce sera un one-shot, parce que pendant la manche du Portugal, il a une course en F3000 japonaise. Et justement, par sa présence en F3000 japonaise, il connaît bien les circuits japonais, donc on pourrait peut-être le revoir pour Suzuka. Mais ça, c'est une autre histoire. En attendant, pas grand chose à espérer pour Apicella, qui découvre la Jordan sur quelques tours à Imola. Pour l'après Monza, Naspetti est toujours dans le coup, mais des Paul Belmondo ou Andrea Montermini frappent à la porte. Affaire à suivre. Autre baquet à pourvoir, celui d'Alessandro Zanardi, blessé le vendredi matin du Grand Prix de Belgique. Bon, pour le coup, son remplaçant est tout trouvé. Peter Collins voulait se débarrasser de l'Italien depuis quelques courses pour y placer le prometteur portugais, et cet accident dans le Raidillon a facilité les choses. Victorieux du Grand Prix de Pau en début de saison, Pedro Lamy débarque donc dans le paddock de Formule 1.
Dans les petites équipes, on prospecte. Il n'est pas impossible que chez Larousse ou Minardi, un pilote payant soit aligné pour les 2 derniers Grands Prix de la saison aux antipodes, afin d'amortir le coût d'un tel déplacement. Ainsi, le baquet de Philippe Alliot est en danger, mais ça, il le sait depuis le début de la saison. En effet, des investisseurs japonais poussent pour que Toshio Suzuki soit placé dans le baquet de la Larousse pour Suzuka et Adélaïde. Et ça devrait se faire. Du côté de chez Minardi, Jean-Marc Gounon pourrait bien débuter en Grand Prix à l'occasion de ces 2 dernières manches. Enfin, à Monza, Michael Andretti vise certainement son dernier Grand Prix. Inexistant face à son redoutable équipier Ayrton Senna, l'Américain pourrait bien repartir de l'autre côté de l'Atlantique et retrouver un baquet en IndyCar. Malheureusement, bien que prometteur, Andretti ne s'est jamais adapté à la Formule 1, et son remplaçant est connu de tous, Mika Häkkinen. Par cette fin de collaboration, les langues se délient. D'après certains, Michael n'a jamais été trop enthousiasmé à l'idée de faire le grand saut en Formule 1, un peu encouragé par son père. Quant à Ron Dennis, ce recrutement aurait été fait uniquement pour obtenir les moteurs Ford. Bref, des fois, ça ne veut pas. Autre nouvelle, plus dans l'optique de 1994, la fusion entre Minardi et la Scuderia Italia s'officialise. Les 2 petites italiennes associent leurs forces et s'uniront sous le nom de Giancarlo, ce qui veut aussi dire que 2 baquets disparaissent. À voir qui va sauter. Enfin, Eric Broadley, le patron de Lola, affirme que les châssis ne sont pas l'unique raison du manque de performance et que les moteurs livrés par Ferrari ne sont pas bons. D'ailleurs, cette association mettra fin au partenariat avec le Cheval Cabré. Cette fusion sera propulsée par les moteurs Ford. D'ailleurs, parlons-en des moteurs, parce que ça bouge. Peugeot va entrer en Formule 1. Jacques Calvé, le président de PSA, ne l'a pas annoncé officiellement, mais Peugeot Talbot Sport se renforce considérablement. Pas d'entrée en tant qu'écurie complète, comme le souhaitait Jean Todt, mais une entrée en tant que motoriste. Le successeur du nouveau patron de la Scuderia n'est d'autre que le double vainqueur de Grand Prix, Jean-Pierre Jabouille. Et ce dernier prospecte pour l'arrivée du Lion. En soi, il y a 2 pistes. Tout d'abord, McLaren, là du moteur Ford un cran en dessous de Benetton. Le truc, c'est que Ron Dennis préférait s'associer avec Lamborghini. Le truc, c'est que Lamborghini appartient à Chrysler, et que Chrysler souhaite vendre Lamborghini, mais pas son département F1. Ce qui complexifie grandement les négociations, et ce n'est pas gagné pour que McLaren s'associe avec le motoriste italien. Reste alors l'option Peugeot, mais ils ne sont pas les seuls postulants. En effet, chez Larousse, on se prend à rêver d'une association avec le Lion. Gérard et Philippe Alliot tirent d'ailleurs des plans sur la comète, et il faut dire que Jean-Pierre Jabouille, ancien du projet Renault qu'il a bâti avec Gérard Larousse, justement, est favorable à pareil partenariat. Mais pas le siège Peugeot, et on le comprend, entre Larousse et McLaren, quand t'es un constructeur automobile généraliste, tu préfères t'associer à la grande écurie de Woking plutôt qu'à la petite écurie du Castellet. Autre motoriste qui fait parler, Honda, enfin, Mugen Honda. Mugen étant un préparateur étroitement lié à Honda qui motorise en 1993 Footwork. Sauf que les Japonais sont déçus des résultats de l'ex-Arrows, bien que ces derniers aient réalisé de très bonnes courses dernièrement. Warwick et Suzuki étaient tous 2 dans les points à Spa avant de subir des problèmes. Mais Mugen Honda ne veut rien savoir et annonce la signature d'un contrat exclusif avec Lotus dès 1994. Terrible pour l'écurie de Jackie Oliver qui doit dorénavant se trouver un nouveau motoriste. L'anglais drague alors Ford, mais ce revirement de situation remet l'avenir de Derek Warwick en question. Après 10 ans dans l'élite récompensé que d'une poignée de podium, le solide anglais pourrait quitter la discipline. Affaire à suivre. 2 ans chez Williams, puis direction Maranello. C'est ce que certains prédisent pour Ayrton Senna. Plus on avance, plus les choses s'éclaircissent. Rien d'officiel bien sûr, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Alain Prost pourrait tout simplement prendre sa retraite au terme de la saison. Il ne lui resterait donc que 4 Grands Prix. Voilà plus d'1 an qu'Ayrton Senna lorgne sur un baquet Williams-Renault, et ce dernier est en passe de se libérer. Maintenant, le Brésilien ne nie pas son attirance pour Ferrari, mais d'une part, Jean Todt ne va pas trahir ses pilotes Alesi et Berger pour placer Senna en 94, quoique, et d'autre part, Williams veut signer un contrat de 2 ans avec le Brésilien. Le nouveau patron de la Scuderia et le triple champion du monde brésilien se sont d'ailleurs rencontrés en amont du Grand Prix d'Italie, afin de parler de l'éventualité de travailler ensemble à l'avenir. Ça se fera peut-être un jour, mais en attendant, 1994 devrait s'écrire avec Williams-Renault. Du côté de chez Williams, justement, Damon Hill est en passe d'être prolongé au vu de ses très bonnes performances. L'Anglais vient de remporter ses 2 premiers Grands Prix. En réalité, la presse n'a pas conscience de l'avancée des tractations entre Senna et l'écurie de Didcot et pense que Prost et Hill resteront associés en 94. Peut-être en saurons-nous plus dans quelques jours. De son côté, Alain Prost est tendu.
L'éventualité d'un 4e sacre peut s'avérer intimidant. Pour le moment, seul Fangio y est parvenu. Même si la discorde avec son embrayage dure, elle semble loin cette période houleuse du début de saison, où l'on pensait que le professeur s'était éteint. Le Canada a marqué un tournant important dans sa saison. C'est ici qu'il entamait sa série de 4 victoires. Ça ne lui était jamais arrivé. Brandzach 1985, son premier titre après 3 saisons d'échecs, une délivrance. Australie 86, le hold-up pourrait-on dire, un sacre obtenu avec une machine inférieure, quand le 3e larron tirait les marrons du feu. 1989, dans la douleur, de plus en plus isolée en interne chez McLaren, les tensions avaient atteint leur paroxysme à Suzuka. Une image et un scénario légendaire qui déchaîna les passions. Parlera-t-on de Monza 93 comme le jour du 4e sacre de Prost? Pour cela, le Français doit inscrire 3 points de plus que Senna sans que Hill ne gagne la course. En tout cas, chez TF1, entre autres, le champagne est déjà sorti, plus qu'à le sabrer. En outre, dans le paddock, il y a encore quelques petits sujets de conversation intéressants. Avec l'arrêt du programme Peugeot 905, l'ingénieur André de Cortanz est en passe de rejoindre Sauber pour prêter main forte à l'écurie d'Inville. Chez Benetton, on vient de signer un nouveau partenariat pour pallier le départ de Kamel. Dites bonjour à Mid7. 2 ans de contrat pour un montant de 75 milliards de lire, soit environ 40 millions d'euros. Hors inflation. Bref, lançons les hostilités. Durant les qualifications, Jean Alesi fait parler la poudre. Il se sert à merveille de la puissance de son V12 Ferrari pour grimper au 3e rang dans les derniers instants. Jean reçoit le drapeau à damier et ralentit pour saluer la foule qui, visiblement, a pardonné le français. Un peu plus loin derrière, Berger boucle son 11e et dernier tour et reçoit lui aussi le drapeau à damier. Ce dernier est accompagné du panotage 0, puisque à l'époque, les pilotes avaient 12 tours à louer. Vu qu'il a fini le 11e, il doit rentrer à ce tour. Sauf que Gerhardt ne voit ni le drapeau à damier, ni le panotage et pense qu'il lui reste encore un tour qualif. Alors, l'Autrichien continue à une allure de qualification. Berger passe les Lesmo et fonce vers la chicane Ascari et remonte comme une balle sur son équipier. Jean voit alors au dernier moment une voiture fondre sur lui et se décale en urgence. Gerhardt était à 328 km/h quand il a dévié. Une sortie de piste à très haute vitesse qu'il a achevé dans le bac à gravier de l'autre côté. Alesi est sous le choc et craint le pire, mais par chance, son équipier n'est que sonné. Gerhardt tente de sortir de sa voiture, mais il en est incapable. Avec beaucoup de précautions, il est extrait de son habitacle et allongé sur le sol. Petit à petit, il reprend ses esprits et est transporté au centre médical pour passer une batterie d'examens. Par chance, l'Autrichien est indemne. Mais cette situation n'aurait jamais dû arriver, et les commissaires infligent à Berger une réprimande pour ne pas avoir ralenti après le drapeau à damier. Jean Alesi retrouve Gerhard Berger quand ce dernier sort du centre médical, et l'attitude des deux hommes nous révèle l'état de la relation qu'ils entretiennent. I didn't understand in which way he was overtake me, and when I was moving to the left, he arrived on the left. I'm moving back to the right, and he spun. He crashed behind me, on the front of me, and that was it was a big misunderstanding. On pouvait avoir des réticences, voire des craintes au début. Alesi, le sang chaud, et Berger, le rugueux. À quelques reprises, les deux hommes se sont croisés et ça n'a que très rarement bien fini. Mais au fil du temps, de leur première année de collaboration, les deux hommes ont noué une véritable amitié. Quand Jean s'excuse auprès de Gerhardt, ce dernier sourit. Pas de contentieux entre les pilotes Ferrari, plus de peur que de mal. Alain Prost signe donc sa 32e pole position en carrière et fait un pas de plus vers le titre mondial. Damon Hill lui emboîte le pas. Jean Alesi est donc 3e, juste devant Senna qui devant Schumacher et Berger. Herbert est en embuscade, meilleur des autres, et devant Suzuki, encore une fois bien placé, ainsi que les seconds couteaux Andretti et Patrese. Warwick est 11e devant les Ligier et Sauber entrecroisés, Brundle, Vandinger, Blundell et Leto. Alio est à une honorable 16e place devant les deux Tyrrell de Katayama et De Cesaris. Barrichello est 19e devant Comas et un surprenant Alboreto sorti de la dernière ligne. Martini devance le pigiste Apicella et Fittipaldi. Badoer et Lamy occupent la dernière ligne. Pas de F3000 ce week-end alors, place à la course. Les tifosi sont nombreux le dimanche pour soutenir les voitures rouges. Une nouvelle fois bien placé, Alesi se prend à rêver d'un podium à la maison. Il n'est pas le seul. Damon Hill, lui, se verrait bien devenir le premier pilote à enchaîner 3 premières victoires de suite.
Mauvaise surprise au lancement du tour de formation, Lehto cale son moteur et partira du fond de grille. Le Grand Prix d'Italie est lancé et Alain Prost confirme avec un nouveau bon départ. Celui de Hill est moins bon et l'Anglais voit Alesi se porter à sa hauteur à l'approche de la première chicane et de l'entonnoir qu'elle forme. Et ce qui devait arriver, arriva. Si Senna s'en sort bien après avoir escaladé Hill, les courses de Lehto, des deux Footwork de Warwick et Suzuki, ainsi que des deux Jordan de Barrichello et Apicella s'arrêtent là. La carrière de Marco en Formule 1 n'aura duré que 300 mètres. Dans l'histoire, Alliot et Fittipaldi perdent des plumes. Prost mène devant Alesi, Schumacher, Berger, Herbert, Brundle, Patrese et Andretti qui se défait de Wendlinger. Hill et Senna sont 10e et 11e. En quelques kilomètres, Prost se construit une belle avance tandis que Schumacher met la pression à Alesi. Malheur dans le deuxième tour quand Andretti part à la faute en se faisant doubler par Hill. L'Américain doit passer par les stands et perd un tour. Il ressort bon dernier. Quatrième passage, Michael Schumacher prend la deuxième position à Jean Alesi. Le Français ne résiste pas outre mesure et s'applique à garder son podium. Mais attention à Damon Hill qui remonte. L'Anglais dépasse Gerhard Berger. Derrière, Senna tente également de remonter, mais le Brésilien s'impatiente derrière Brundle et manque complètement son freinage à la Variante della Roggia. La McLaren harponne la Ligier de son ancien rival et les deux hommes achèvent leur course dans le bac. Une erreur rare du triple champion du monde. C'est un nouvel abandon pour Senna. Fin du 9e tour, Damon Hill est aux prises avec Jean Alesi. Ce sera difficile de résister pour le Français et l'Anglais sort la Ferrari du podium dans l'entame du 10e tour. Prochaine cible, Michael Schumacher. Image impressionnante au 15e tour quand Herbert pulvérise sa Lotus dans la Parabolica. Par chance, l'Anglais est indemne. Dans le même temps, Berger regagne les stands en proie à des soucis de vibration. Un capteur de suspension active a rendu l'âme et l'Autrichien doit renoncer. Il ne reste plus qu'une seule Ferrari en piste. Les péripéties continuent avec Blundell qui sort large de la Parabolica. L'Anglais doit renoncer, mais il s'en sort bien. Demandez à Derek Warwick. Ça ne s'arrête pas là car au 22e tour, le moteur de Schumacher explose dans la Curva Grande. Une nouvelle fois bien placé, les espoirs de podium de l'Allemand s'effondrent à cause de la mécanique. Michael est évidemment très déçu et on le comprend. Quant à Prost, ça tient et il compte près de 20 secondes d'avance sur Hill au moment de s'arrêter au stand. Le Britannique limite dans la foulée. Grâce à l'abandon de Schumacher, Jean Alesi remonte dans le top 3. Dans cette deuxième partie de course, c'est Hill qui joue son va-tout et remonte fort sur Prost. Ce Grand Prix est loin d'être terminé, n'est-ce pas Michael? Andretti est sur un très bon rythme et remonte progressivement des abysses. Le voici 5e. L'Américain rallie sa plus belle course de la saison. Au tour suivant, il s'empare même de la 4e place de Wendlinger. Est-ce suffisant pour sauver sa place en F1? Revenons sur la bataille en tête de course. Si il l'emporte, Prost ne sera pas titré. L'Anglais se fait même très menaçant. C'est alors que Damon reçoit un message radio lui disant de surveiller ses températures moteur. Consigne d'équipe cachée ou réelle alerte, toujours est-il que Prost reprend un petit peu d'avance. Juste de quoi souffler. Mais le Britannique a faim et garde son équipier en joue. Dans ces conditions, c'est jour de sacre pour le professeur et la fin de course approche.
que 5 tours et chez TF1, Pierre Van Vliet le dit, ça commence à sentir bon. Mais cette fois-ci, c'est clair, il n'y a que les deux Williams loin devant tout le monde. Et Alain Prost, en principe, est parti pour remporter ce Grand Prix d'Italie. Et par la même occasion, son 4e titre mondial. Mais coup de tonnerre! Tel Damon Hill à Barcelone ou Silverstone, le moteur Renault de Prost rend l'âme. Il ne pourra prendre sa couronne ici à Monza. Quant à Damon, il se dirige vers une 3e victoire de rang. Plus rien ne l'arrête. Et là, Prost va ranger sa Williams Renault. Le championnat du monde est une nouvelle fois relancé, car entre Prost et Hill, il y avait 33 points d'écart. Et si les choses restent en l'état, eh bien absolument tout est relancé. Il s'impose dans ce Grand Prix d'Italie quand soudain, quelques mètres derrière lui, les deux Minardi nous offrent une image qui fera le tour du monde. Martini ralentit subitement et surprend Fittipaldi qui décolle et effectue un salto arrière. Il franchit la ligne dans la foulée. Une image surréaliste, mais encore une fois, le pilote s'en sort bien. Jean Alesi en termine et s'offre son premier podium à Monza, le meilleur résultat de Ferrari cette saison. 3e, c'est un surprenant Michael Andretti qui s'invite sur le podium. Van Linger prend une belle 4e place devant Patrese, de nouveau dans les points, et Eric Comas qui ouvre son compteur. Well, I mean, I didn't really consider the championship implications. I mean, I just had a bit of a problem at the start with Senna. And ended up going over a few curves, and I really had my work cut out to get through the traffic. And I caught up with Alan, and then I got some information that we were getting into trouble with temperatures, and so I had to ease off a bit. And then his engine blew up, and I couldn't see a blooming thing. I tell you, it was absolutely. I was blinded totally by the oil and stuff, and the car started to slide around. For us, it was a really important weekend. We are in Italy. We work a lot, just especially for this Grand Prix. We put everything, new engines, new software for the suspension, and we work like if it was a final for the football cup, you know. So to finish on the podium like that, well, of course, you had some luck, but that is a part of my job. But I'm very pleased for all my team. It didn't look like it was going to happen after I think the second lap when I made a mistake, I spun, and then we had to make a pit stop, and it took a while to get all the grass out of the radiator and everything. So it was a tough race, you know. But we just went back at it and fought hard and hoped for a little bit of attrition and a little bit of luck, and that's exactly what happened. Well, it was a great fight back. What really happened in that first corner to you? First corner, or that wasn't the one. It was in the second chicanes where I had problems, and it was, I think, on the second lap is where I spun. The first corner was a bit of a job getting through there. There was cars going all over, spinning, and lots of gravel all over. But we made it through that. But then I made a mistake later on in the lap. So you know, just bad luck. Déchaînés au pied du podium pour acclamer leur héros Jean Alesi, les tifosi couvrent par leur cri « God Save the Queen ». La ferveur italienne se fait ressentir davantage par ce podium à la maison, une belle façon de commencer son aventure avec la Scuderia pour Jean Todt. Un Grand Prix d'Italie, un podium. L'autre sensation de la course, c'est Michael Andretti. Tombé au fond du classement dans les premiers tours, il a certes eu assez de réussite pour revenir, mais il s'est surtout employé et a dépassé un à un ses adversaires. Une récompense qui fait office très certainement de cadeau d'adieu pour l'Américain. Un réveil tardif, mais une belle récompense pour son abnégation tout au long de la saison. S'il est le premier Américain à monter sur le podium depuis Eddie Cheever en 1989, il sera le dernier à scorer des points jusqu'à Logan Sargent à Austin en 2023. Oui, telle est ma prédiction. Vous ne savez pas qui est Logan Sargent? Normal, il n'est pas encore né.
Dans le clan des déçus, nous avons bien sûr Alain Prost qui n'a rien vu venir. Propos confirmés par Bernard Dudot et Denis Chevrier. Juste, pas de chance pour le professeur qui avait fait une belle course. Assez injuste quand on y pense, car après son arrêt au stand, il avait considérablement ralenti pour sauver la mécanique, contrairement à Damon qui restait à fond. D'ailleurs, le désormais triple vainqueur de Grand Prix se demande si son alerte température n'était pas une consigne d'équipe déguisée. En tout cas, il espère que cette victoire accélérera sa reconduction. En revanche, chez Minardi, les choses sont dites. Giancarlo est furieux après ses pilotes et leur mésaventure coûteuse. Ces images feront le tour du monde. Au championnat, Alain Prost n'est donc pas encore couronné, mais il aura une nouvelle chance au Portugal à condition qu'il ait au moins 20 points d'avance sur Hill et Senna au terme de la course. L'anglais est le nouveau dauphin du français. 0 pointé également pour Schumacher qui accuse le coup. Patrese conforte sa 5ème place quand Alesi entre dans le top 10. Côté constructeur, McLaren reprend 2 points à Benetton grâce à Andretti. Ligier est toujours 4ème, mais Ferrari est revenu à 1 point. Ce sera dur pour les Bleus. Ce Grand Prix d'Italie était un week-end très complet, peut-être le plus riche de l'histoire de cet événement. Des accidents, des spéculations, des histoires de transfert et d'avenir et une course mémorable. Plus que 3 Grands Prix dans cette saison 1993. Entre le Portugal, le Japon et l'Australie, la fin de championnat va être agitée pour différentes raisons. Mais ça, c'est pour le prochain épisode.